Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Deschamps, je suis journaliste et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour découvrir et commenter les résultats de ce 3e baromètre de la formation et de l'emploi de Centre Info. Baromètre cette année placé sous le thème de l'accompagnement et comme toujours réalisé en partenariat avec le CSA. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h, 3 temps forts pour nous occuper. Une première partie consacrée aux résultats de ce baromètre, une deuxième partie consacrée aux questions d'actualité. Il sera beaucoup question d'accompagnement, je l'ai dit, et enfin une troisième partie au cours de laquelle nos intervenants répondront à toutes vos questions. Avec moi, autour de cette table, autour de ces tables plutôt, Patrice Guézou, directeur général de Centre Info, à l'initiative de la manifestation. Bonjour. Bonjour. Julie Gaillot, directrice du pôle Society de l'Institut CSA, partenaire de l'opération de l'événement. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Rémy, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle à la DGEFP, délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Il remplace aujourd'hui à nos côtés Bruno Lucas, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, qui participe en ce moment même à une réunion de travail avec la ministre du Travail. Merci beaucoup, Stéphane, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Patrice Guézou, je le disais, vous êtes à l'origine avec Centre Info de cette manifestation. Je vous laisse donc tout naturellement, tout de suite, la parole pour un petit mot d'introduction. Merci Sonia, merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est la 3e édition de notre baromètre. C'est une initiative que nous avions prise en 2020 et que nous avions lancée et révélée lors de l'Université d'hiver de la formation professionnelle à Biarritz, qui est un des grands rendez-vous des acteurs de la formation professionnelle. Et notre ambition, notre projet, c'était de faire en sorte de donner la possibilité aux actifs de s'exprimer sur les impacts de la réforme de 2018, un peu à la manière, comme on dit dans le champ de la formation, de donner la parole aux apprenants. Eh bien là, on voulait vérifier de quelle façon les actifs percevaient les mesures qui avaient pu être prises au titre de la réforme de la formation professionnelle de 2018. Et puis par-delà, eh bien, mieux mesurer également l'impact, l'image de la formation professionnelle, aussi bien à travers un certain nombre de questions barométriques, comme on dit techniquement, et sur lesquelles nous reviendrons, que par le canal de questions d'actualité. Pour mémoire, pour celles et ceux qui nous suivent, eh bien, nous avions en 2020 travaillé sur la problématique des soft skills, en 2021 sur la question de la reconversion professionnelle, et puis en 2022 nous allons travailler donc plus particulièrement sur le CPF et l'accompagnement. Pour Centre Info, au travers de ce baromètre, eh bien, il s'agit d'accomplir pleinement son rôle d'observatoire de la formation professionnelle et donc de livrer à toutes celles et à tous ceux qui sont à la fois des acteurs de la formation professionnelle, mais plus globalement qui s'intéressent au développement des compétences, des outils pour pouvoir à la fois faire un point, un bilan, et puis en même temps pour imaginer des progrès et des évolutions. Nous remercions d'ores et déjà toutes celles et ceux qui, l'an passé, ont donné un large écho à ce baromètre. Nous invitons et nous les invitons à faire de même cette année. Nous pensons qu'en période d'élection présidentielle, de débat dans lequel les équipes construisent des programmes pour le futur quinquennat, eh bien, la place de la compétence doit être centrale et le baromètre doit contribuer à donner des outils au service des transitions économiques, écologiques, démographiques, numériques qui forcément vont être devant nous au cours des prochaines années. Donc merci à tous ceux qui voudront donner, on va dire, un large écho à ce baromètre et j'ai la conviction que cela permettra à chacune et à chacun eh bien, de se positionner aussi sur les grands enjeux qui sont devant nous pour la prochaine décennie. Merci par ailleurs évidemment à Julie de Gaillot pour on va dire le travail à nos côtés dans le cadre de ce baromètre et merci tout spécialement à Stéphane Rémy qui, comme chacun et chacune l'aura compris, eh bien, a pris le relais du DGEFP au pied levé. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Patrice. Julie, peut-être un petit mot d'introduction également avant de nous dévoiler ces résultats tant attendus. Bien sûr, avant tout, un grand merci à Centre Info de nous avoir renouvelé sa confiance pour cette édition du baromètre.
Quelques mots peut-être, avant de rentrer dans les résultats, sur la méthodologie. Voilà, comme l'édition de l'année dernière et des années précédentes, c'est une enquête qui a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1600 actifs français âgés de 18 ans et plus. Ça veut dire qu'on a reproduit en fait l'ensemble de la population des actifs sur certains critères de sexe, d'âge, de profession, de région ou encore de catégorie d'agglomération à travers ces 1600 personnes. L'interrogation, elle a eu lieu tout récemment, du 20 au 27 janvier, sur le panel de CSA. Quelques mots peut-être, avant de vous dévoiler tous les résultats, pour vous donner un peu le ton de cette nouvelle édition. L'année dernière, quand on vous avait présenté ces résultats, on avait vu que la crise du Covid-19 avait provoqué une profonde remise en cause des Français, une remise en question. Ils avaient remis en cause leur mode de vie, notamment vers une consommation plus frugale, leur relation au travail, davantage de télétravail, davantage d'autonomie, et également ils ont remis en question aussi leur vie professionnelle. Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que je suis vraiment là où j'ai envie d'être aujourd'hui ? Et ça avait provoqué un regain d'enthousiasme pour les questions de formation et de reconversion. Et ce qu'on voit aujourd'hui, 1 an après, c'est que cet enthousiasme n'est pas retombé et qu'il installe durablement ce nouveau regard sur les questions de compétences et de formation dans l'opinion publique. Merci beaucoup, Julie. Ça donne encore plus envie de découvrir ces résultats. Mais juste avant cela, Stéphane Rémy, également, peut-être un petit mot avant justement de découvrir les résultats de ce baromètre. Oui, très rapidement. Moi aussi, je voudrais saluer cette 3e édition du baromètre et ce partenariat privilégié qui a été initié par Centre Info avec l'Institut CSA. On est, nous, partenaires depuis de longue date avec Centre Info. C'est une histoire de près de 40 ans ou même plus de 40 ans qui nous lie. Et donc l'État et la DGEFP tout particulièrement est fidèle à Centre Info avec une mission qui est essentielle, on le voit bien, et cette confrontation sur le regard des actifs, des concitoyens pour lesquels on travaille au fond quotidiennement est essentielle. Et c'est une journée un peu particulière aujourd'hui parce que, outre donc cette 3e édition du baromètre, il y avait un webinaire ce matin aussi organisé par Centre Info sur les formations un peu innovantes et notamment les formations en situation de travail. Mais c'est aussi pour moi l'occasion d'indiquer qu'on vient de signer le contrat d'objectifs et de moyens qui nous lie à Centre Info et donc qui va nous permettre de construire une trajectoire de moyen terme, c'est important pour donner la lisibilité, donc un contrat d'objectifs et de moyens 2022-2025. Voilà, l'occasion pour moi de saluer le président Louis-Charles Viossa, l'ensemble du conseil d'administration de Centre Info, sa direction générale et puis toutes les équipes, parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs, de personnes qui travaillent très concrètement sur cette mission à laquelle ils sont attachés, la mission d'information sur la formation. Et donc voilà, je suis très heureux de pouvoir souligner ce partenariat aujourd'hui, 17 février, signé par Bruno Lucas, le délégué général à l'emploi et à la formation. Et effectivement, je trouve que c'est très important de capter la réalité de ce que pensent les Français, de ce que pensent les actifs par rapport aux choix qui vont être faits, qui ont été ceux évidemment qui ont été faits lors du premier quinquennat et avec évidemment l'adaptation à la crise. Je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir et qui a complètement bouleversé aussi nos travaux. Et puis l'avenir, parce que c'est ça aussi qu'on est en train de préparer, bien évidemment. Merci beaucoup, Stéphane Rémy. Je vous propose d'entrer tout de suite pleinement dans le vif du sujet avec notre toute première partie. Et l'un des grands enseignements de ce baromètre, Julie, c'est que, vous le disiez, le contexte a rendu plus nécessaire encore que par le passé le recours, ou l'idée de recourir en tout cas à la formation professionnelle. Effectivement. L'année dernière, quand on a fait ce baromètre qui a eu lieu à un moment de sortie plus ou moins de crise du Covid, c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à voir les Français se replier sur leurs acquis, se resserrer sur leur travail, sur leur emploi, etc. Et on a, aux surprises, assisté à tout l'inverse, avec une envie d'ouverture, une envie, beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, et ce qui avait abouti à beaucoup de projets de changement d'emploi ou encore de reconversion. Donc du coup, c'est vrai que c'est particulièrement intéressant de voir
Où on en est cette année? Avec déjà une première donnée de contexte, on voit qu'aujourd'hui, 69% des Français sont confiants par rapport à leur avenir professionnel. Ça nous fait, enfin, des actifs français, ça nous en fait quasiment 7 sur 10, ce qui est un niveau qui est assez correct, mais qui ne regagne pas son niveau anté-crise, qui se situe aux alentours de 75%. Donc il y a quand même une certaine petite incertitude par rapport à son avenir professionnel. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important également, c'est de voir comment évoluent les compétences. Et aujourd'hui, 41% des Français, des actifs français nous disent que leur métier change très vite. D'où la nécessité de s'adapter en continu. Et ils sont 46% à nous dire que d'ici quelques années, ils feront le même métier, mais pas forcément de la même manière. Donc vous voyez, il y a le contexte un peu macro de crise, et puis il y a un contexte qui est plus spécifique par rapport à mon emploi à moi, qui ne cesse d'évoluer et de me demander de m'adapter en continu. Et ce que vous voyez sur cette courbe ici, c'est l'évolution de ces réponses dans le temps, puisque ce beau baromètre a commencé en 2020. Et vous voyez notamment la part de ceux qui nous disent que leur métier évolue très vite. Et vous voyez bien, voilà, 2020, 2021, 2022, vous voyez bien qu'il y a un avant et après Covid, entre guillemets, puisqu'il n'était que 33% en 2020 à nous dire mon métier évolue très vite. Ça a grimpé à 42% en 2021. Donc ça a engendré une prise de conscience, cette crise, cette incertitude économique. Elle me demande, elle renouvelle mon métier, elle renouvelle mon activité, elle me demande de m'adapter extrêmement vite. Et aujourd'hui, on aboutit à ce chiffre qui est extrêmement fort. Vous avez un actif sur 2 qui envisage de changer d'emploi. Donc, ce qui est quand même extrêmement important. Et puis là, regardez un peu la temporalité, parce que c'est pas, bien sûr, vous, moi, tous, un jour peut-être on envisage de changer d'emploi. Maintenant, regardez ceux qui envisagent de changer d'emploi dans 2 ans. Ça concerne plus d'un tiers des actifs français, ça se situe à 35%, et ça a encore grimpé de 2 points par rapport à l'année dernière. Donc vous voyez qu'il y a une très forte mobilité, en tout cas une envie de mobilité dans la population française, chez les actifs qui ne sont pas du tout en train de se recroqueviller vers leurs acquis. Une fois qu'on a dit tout ça, qui nous donne ces données de contexte, quelle est l'image de la formation professionnelle? Et on voit que cette année, elle se stabilise. Elle a une image qui est excellente, comme vous pouvez le voir sur ces slides avec les items du début. La formation professionnelle, c'est une opportunité pour faire mon métier un peu différemment, pour ne pas me lasser. 89% sont d'accord avec cette opinion. La formation professionnelle, c'est une chance pour évoluer professionnellement. 88%. La formation professionnelle, c'est une manière de prendre du recul par rapport à mon quotidien. 87%. Et enfin, 85% nous disent que c'est une nécessité pour conserver son employabilité. Mais vous voyez que c'est pas l'employabilité qui arrive en premier. J'ai pas besoin de me former parce que je crains. J'ai besoin de me former parce que c'est un plus, parce que je suis plus épanouie, parce que je m'adapte, parce que je m'ouvre, parce que je ne me lasse pas. Voilà ce qu'ils nous disent très concrètement. Alors, certes, vous avez toujours une proportion non négligeable d'actifs qui restent à convaincre. Ils sont tout de même 28% à nous dire que c'est une perte de temps ou 29% que c'est inutile. Mais vous voyez que les opinions négatives demeurent très minoritaires par rapport à tout ce qu'on a pu tester. Stéphane, par rapport justement à ces toutes premières données dévoilées par Julie, cette appétence des actifs quant à la formation, cette idée qu'on aurait besoin, ou en tout cas qu'il y a une envie de continuer à se former dans le temps, c'est quelque chose qui vous marque dans ce baromètre ? Très clairement, et ça fait plaisir à entendre. Je ne suis pas vraiment surpris, pour être franc, parce qu'on participe beaucoup au salon professionnel avec évidemment l'ensemble du service public de l'emploi, et c'est toujours l'occasion de se confronter aux salariés, aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, aux adultes. Et on sait qu'il y a cette formidable envie de se projeter, il y a beaucoup de projets, on a envie de changement. Alors après, il y a aussi un enjeu d'accompagnement, c'est un des points clés, et de se dire comment je fais aussi des choix qui sont à la fois libres et éclairés. Et je pense que c'est un petit peu l'enjeu auquel on fait face, parce qu'effectivement, cette appétence, elle est incontestable, elle prend différentes formes. Il y a cette idée de changer de métier, de se reconvertir, d'adapter effectivement, parce qu'il y a bien une prise de conscience sur le fait que les jobs, les emplois évoluent, ils sont traversés évidemment par la technologie, par le numérique. Il y a aussi une réflexion évidemment sur la transition écologique. Donc tout ça, effectivement, a un impact sur la manière dont on vit son métier ou dans la manière dont on vit son emploi.
Donc il y a tout ça, il y a des enjeux de trajectoire, de transition, d'adaptation, mais aussi de développement des compétences, tout simplement. C'est aussi de se dire, j'ai besoin d'avoir un bagage supplémentaire, un bloc de compétences supplémentaires. Ça fait sens aussi. Et donc on a une diversité en réalité des besoins. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marque, qui me marque beaucoup là par rapport aux résultats du baromètre, mais qui ne me surprend pas par rapport à ce qu'on constate, notamment dans les salons professionnels, avec quand même, ne perdons pas de vue, un certain nombre d'actifs qui cherchent à s'insérer sur le marché du travail. C'est quand même aussi une réalité. Et dans le même temps, et c'est aussi une réalité, des employeurs qui ne trouvent pas preneurs. Et il y a un certain nombre de tensions sur les recrutements. Donc c'est aussi parfois les paradoxes auxquels on est confronté. Donc je pense qu'il faut avoir ces deux aspects de la question. Mais oui, sur l'appétence, la volonté, clairement, c'est une constante qui se renforce et c'est quand même intéressant. Un mot aussi, puisque vous avez parlé d'avenir professionnel. Je rappelle quand même que c'était l'intitulé de la loi du 5 septembre 2018, la liberté pour choisir son avenir professionnel. Je crois qu'il y avait quand même une bonne captation de ce qu'était l'enjeu et de cette réforme qui nous a occupés les uns les autres depuis son adoption donc, en 2018. Et Julie évoquait également le contexte qui était bien évidemment particulier. Il y a aussi un rôle à avoir, ou en tout cas le rôle de l'État qui était d'essayer d'accompagner justement ces périodes où il y avait justement des périodes d'inactivité qui étaient liées à ce contexte très particulier. Là aussi, il y a des choses à dire qui sont intéressantes sur cet accompagnement particulier et cet état d'esprit particulier qui est lié au contexte. Oui, il me semble qu'on a grosso modo deux temps majeurs. Il y a celui qu'on a tous subi, et notamment les premiers confinements. Rappelons quand même qu'un certain nombre d'entreprises, l'offre de formation a fermé ses portes le 20 mars 2020 et donc il a fallu prendre des décisions extrêmement rapides. Il y a eu une mobilisation des services de l'État qui a été très forte et l'ensemble, encore une fois, de ceux qui se sont retrouvés en responsabilité pour apporter des réponses, pour assurer la continuité pédagogique, la continuité financière. C'était quand même des enjeux qui se sont posés immédiatement et auxquels il a fallu apporter des réponses, y compris dans l'adaptation de nos règles de droit en urgence. Et c'est ce qui a jalonné toute l'année 2020. Et assez vite, l'enjeu, c'était de faire face à la crise, donc avec les amortisseurs que l'on connaît, qui ont complètement fonctionné. Je pense à l'activité partielle de longue durée. Mais aussi, et je crois que c'est un des enseignements importants qu'on avait anticipé, c'est de préparer le rebond, de préparer la reprise rapidement pour que les choses puissent s'enclencher. Et je crois qu'on est en train d'y parvenir. En tout cas, on voit bien que les difficultés qu'on aurait pu évidemment craindre légitimement pour les entreprises, pour les emplois, pour les salariés, ont été amorties et on est en train d'accompagner la reprise. Et je crois que c'est aussi prometteur et c'est ce qu'on constate à tel point qu'on a encore une fois des tensions en matière de recrutement. Et il faut partager ça. Donc deux temps un petit peu différents, mais qui sont du coup bien articulés et auxquels on a cherché à répondre côté puissance publique pour à la fois sauvegarder les emplois. Je pense que c'était vraiment le sens des dispositifs d'activité partielle, former pendant les périodes d'inactivité. C'était l'autre enjeu aussi, notamment à travers la mobilisation du FNE Formation, garder ce lien avec la connaissance, avec la compétence et l'adaptation, parce que du coup, la crise a eu des impacts sur les techniques de commercialisation, sur les procédés industriels, y compris des choses très macro, de souveraineté, de territorialité. Enfin, il y a des choses qui sont des choses un peu majeures que l'on a constatées et qui ont un impact évidemment sur la formation des salariés. Et je pense que on a réussi, en tout cas, on a proposé des solutions qui ont été, je pense, bien comprises par les entreprises et par les salariés. Merci Stéphane. Et on passe tout de suite à la deuxième séquence avec une leçon intéressante, Julie. On constate dans ce baromètre que les actifs se considèrent aujourd'hui vraiment acteurs de leur parcours de formation. Effectivement, en fait, il se voit comme central dans ce parcours de formation. Et regardez un peu ce chiffre ici qui est tout à fait puissant, puisqu'il vous dit que 80% des actifs pensent que c'est à chacun d'être responsable dans son parcours de formation professionnelle continue. Donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est une évidence pour eux, c'est quelque chose qui est parfaitement intégré, que ça doit venir des actifs eux-mêmes et qui sont l'acteur le plus central de leur parcours. Et regardez un peu l'évolution dans le temps de cette mesure. C'est vraiment une opinion qui s'est énormément renforcée avec la crise du Covid, puisque vous voyez, en 2020, c'était déjà une opinion qui était majoritaire, mais peut-être un peu plus timide, puisqu'ils étaient 64% à la partager. Hop, 17 mars 2020, confinement, crise, etc., ça a
ça grimpe jusqu'à 78% en 2021 et ça n'en finit pas de monter puisqu'aujourd'hui ça atteint les 80%. Donc vous voyez bien que le regard porté sur son évolution professionnelle et sa formation a été profondément bouleversé par la crise du Covid. Enfin, on voit aussi ici sur cette slide que quand on leur demande s'ils sont suffisamment acteurs de leur formation professionnelle continue, c'est exactement la même histoire. Il n'était que 56% à partager cette opinion en 2020. Ça croît de manière continue pour atteindre 69% en 2022. Et derrière le suffisamment, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a moi, j'ai conscience d'eux, mais il y a aussi est-ce qu'on me donne les clés ? Est-ce qu'on me permet d'être le responsable ? Est-ce que je suis suffisamment informée, en fait, pour pouvoir décider de mon parcours de formation professionnelle continue ? Et c'est ça aussi qu'on voit derrière ce résultat et qu'on verra un peu plus tard avec vous, c'est qu'il y a un vrai effort d'information qui a été fait au cours des dernières années par rapport à la formation professionnelle. Et vous voyez aussi que je vous ai dit qu'ils étaient au centre de leur parcours de formation, qu'ils étaient suffisamment responsables, suffisamment capables, mais ils ne sont pas seuls. Parce que vous voyez à travers cette slide que 86% nous disent que voilà, ils sont eux-mêmes l'acteur le plus important de leur parcours à 86%, mais rapidement derrière, vous voyez qu'ils citent également les organismes de formation, leurs employeurs ou encore leurs managers. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, en fait, voilà, d'être entourés et de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs pour faire des choix et des parcours qui sont éclairés. Et vous, personnellement, est-ce que, voilà, on aboutit forcément à la question suivante. Est-ce qu'ils vont suivre une formation professionnelle au cours des 12 prochaines années ? Et là, on est à 47%. 47% d'entre eux nous disent qu'ils vont suivre une formation dans les 12 prochains mois. Et vous voyez que malgré tout, ce chiffre, en fait, il stagne un peu par rapport à l'année dernière. On reste sur un actif sur deux qui souhaite suivre une formation professionnelle. Donc, malgré toute cette envie, malgré tout cet élan, il y a un passage à l'acte, en fait, qui est un petit peu difficile. Et pourquoi ? Pour ces 53% d'avis contraires, pourquoi est-ce qu'ils vont pas se former cette année ? Eh bien, essentiellement, par manque de temps. Pour 34% de ceux qui déclarent qu'ils ne vont pas se former. Donc vous voyez, la première citation, c'est « j'ai pas le temps ». La deuxième, c'est « j'ai pas trouvé l'offre qui me correspond ». Vous voyez que, voilà, et on est plutôt dans ce registre-là, plutôt qu'un registre de « j'ai pas envie, je vois pas à quoi ça sert hein, », puisque vous voyez que ce sont des citations qui sont vraiment à la marge, je ne ressens pas le besoin, c'est 5% uniquement. Donc c'est plus, effectivement, peut-être par manque de connaissances, et puis par manque de temps qu'ils ne font pas la démarche de trouver ces espaces dans le temps d'une carrière professionnelle pour se poser et avoir le temps de le faire dans des agendas qui sont parfois très contraints. Patrice, c'est assez marquant également, effectivement, ce point particulier, c'est-à-dire que oui, les Français, les actifs ont une envie de formation, mais ils ne passent pas à l'action, en tout cas pas au même niveau. On l'a entendu, la question du temps, la question du manque d'adéquation entre les envies et les formations disponibles. Comment est-ce que vous, en tant qu'observateur privilégié, avec Centre Info, vous analysez tout cela? Comment est-ce que vous l'expliquez? Peut-être, pour se projeter un peu, qu'est-ce que vous imaginez qu'il faudrait peut-être faire pour faire en sorte que ces Français actifs trouvent le temps, finalement, pour souscrire à ces formations? Oui, Sonia, je crois que quand on regarde et observe ces différents indicateurs, tout d'abord, je crois qu'on ne peut que se réjouir de voir l'intérêt croissant et élevé des actifs à l'endroit de, si je le formule avec mes mots, de leur patrimoine de compétences. Ils se préoccupent et ils s'engagent à développer leur patrimoine de compétences. Et en cela, c'est déjà en tant que tel une excellente nouvelle, parce que l'on sait que si nous voulons accéder à une société des compétences, à accéder à un environnement qui soit en conformité avec les enjeux des économies du XXIe siècle, on a besoin de cette motivation et de cet engagement des actifs pour leur formation tout au long de la vie.
Petit clin d'œil, là, en l'occurrence, aux 50 ans de la loi Delors que nous avons célébré avec l'ensemble des acteurs de la formation il y a peu. Donc les actifs sont prêts à s'engager au service du développement de leur patrimoine de compétences, et ça, c'est une excellente nouvelle. Deuxième point que je retiens particulièrement de ce que l'on vient de voir, c'est que, comme le disait à l'instant Julie, il y a à la fois un engagement personnel et puis en même temps une identification assez précise de ceux et celles qui sont susceptibles de les appuyer et de les aider dans la construction de ce parcours. Et on voit bien là, en l'occurrence, qu'ils identifient, évidemment, c'est, on va dire, un professionnel qui l'analyse ainsi, mais ils identifient à la fois celles et ceux qui peuvent leur apporter des solutions de développement de compétences, celles et ceux qui sont susceptibles de contribuer en tant que prescripteurs ou financeurs, et celles et ceux qui sont susceptibles de les accompagner pour construire cet ensemble. Et dans le baromètre, en l'occurrence, on voit bien de quelle manière les actifs hiérarchisent finalement le rôle des uns et des autres et nous donnent donc à voir qu'ils ont perçu la complémentarité de ce système d'acteurs au service du développement de leur carrière ou de leur insertion professionnelle. On pourrait, s'il fallait, on va dire, mettre l'accent sur un des points peut-être un petit peu plus négatifs, on pourrait regretter cependant que, par exemple, les représentants du personnel ne sont pas identifiés comme étant un recours particulièrement, on va dire, puissant au service du développement de leurs compétences. Probablement qu'on a quelque chose là à tirer comme enseignement au titre du dialogue social qui s'opère au sein de l'entreprise à propos de ce qui est devenu le plan de développement de compétences. Certainement un dialogue qui n'est pas encore suffisamment peut-être avéré pour pouvoir faire en sorte que, eh bien, de part et d'autre, on prenne véritablement à bras-le-corps la problématique de l'enrichissement du patrimoine de compétences des actifs. Alors, vous avez évoqué les freins. On peut évidemment toujours considérer que ce n'est pas le moment ou qu'il y a d'autres choses à faire. Alors on peut le regarder en se disant c'est plutôt une bonne nouvelle parce que s'il y a autre chose à faire, ça veut dire qu'on est en emploi, ça veut dire qu'on a, on va dire, du travail, qu'on a des missions, qu'on a éventuellement de beaux challenges devant soi. On peut aussi, et les DRH, les responsables de formation, les directeurs de centres de formation d'alternance entendent, on va dire, cette problématique du temps, je dirais, dans leur vie de tous les jours. Donc on peut se dire, c'est peut-être un frein et un frein définitif. Moi, je le perçois plus comme une invitation, et une invitation à laquelle je considère que les acteurs de la formation, notamment au travers de la crise que l'on vient de connaître et de l'hybridation des solutions qu'il nous a fallu mettre en place, eh bien, les acteurs, je crois, peuvent voir dans cette question à la fois des freins du point de vue du temps et de la difficulté éventuellement à identifier des offres qui sont en relation avec les attentes des actifs, une invitation à poursuivre leur action et leur engagement au service de la transformation de l'offre de formation, de la transformation des solutions de développement de compétences. Et là, évidemment, je ne vais pas dresser le panorama de toutes les initiatives qui ont été prises et que Stéphane saluait tout à l'heure, mais on le sait, on a vu comment les acteurs se sont mobilisés pour hybrider les solutions, pour trouver on va dire une meilleure articulation entre présentiel, distanciel, développer le multimodal. Bref, ils ont, on va dire, presque contraint et forcé, mais en tout cas accéléré la destruction, ou en tout cas la mise en difficulté de la règle des 3 unités, unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Bon, là, on voit que ça a effectivement explosé. Puis on a vu aussi, et les pouvoirs publics ont pris des initiatives en la matière. Stéphane intervenait ce matin sur une manifestation précisément de Centrinfo à ce titre, qui est bien le souhait de développer ce que l'on appelle les actions de formation en situation de travail, qui, là aussi, sont une garantie supplémentaire donnée aux actifs d'une adéquation entre les besoins de compétences qui sont les leurs et les solutions formation qui sont mises à leur disposition. Puis enfin, je dirais, le dernier item, je crois qu'il nous faut imaginer pour nos actions futures en tant que
acteur au service des actifs, au service de la formation, c'est évidemment la personnalisation du service par l'hybridation, par l'ensemble des moyens, notamment technologiques, que nous avons développés et dont nous avons facilité l'accélération au cours des derniers mois. Eh bien, nous nous donnons plus encore de possibilités de personnaliser, d'adapter aux modalités d'apprentissage des actifs eux-mêmes, non pas simplement en tant que catégorie d'emploi ou comme dispositif de compétences, mais bel et bien au regard de ce qui fait l'originalité, la singularité de ces actifs. Donc on voit qu'on s'est rapproché d'un service qui véritablement est un service personnalisé, et je crois que ça, il faut le saluer, et il faut saluer tous celles et ceux qui, à la fois, ont contribué à financer ces développements et celles et ceux qui sont engagés à réussir et à ouvrir ces belles pages d'innovation en formation. Et deuxième thème, en l'occurrence, on parlait d'observation. Eh bien, l'innovation en formation, c'est aussi un sujet que Centre Info entend suivre et restituer auprès des acteurs au cours des prochains mois et tout au long de son contrat d'objectifs et de moyens. Merci Patrice. Julie, autre enseignement de ce baromètre, c'est que l'information sur la formation professionnelle est en constante progression. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on voit que le sentiment d'information à l'égard de la formation professionnelle continue est en nette augmentation. Et pour atteindre aujourd'hui 50% des actifs qui nous disent se sentir bien informés sur la formation professionnelle continue. Alors certes, si on veut être un petit peu pessimiste, ça ne fait malgré tout qu'un actif sur deux qui se sent bien informé. Mais regardez la formidable montée en puissance en fait de ce sentiment d'information depuis 2020. On était à 43%, donc l'opinion était plutôt négative puisque 57% se sentaient mal informés. On est passé à 45% en 2021 pour aujourd'hui nous établir à 50%. Donc on a des courbes qui sont en train de se croiser. Espérons que cette belle dynamique continue l'année prochaine. Mais vous voyez bien que les choses sont vraiment en train de changer. Pourquoi ? Il y a certainement deux facteurs. Il y a, comme je vous le disais, un intérêt accru et un enthousiasme important des actifs par rapport à ces questions de formation et de reconversion. Donc, ils s'informent davantage, ils vont la chercher, l'information, mais peut-être aussi qu'elle leur est rendue plus accessible. Patrice, c'est réjouissant de voir cette constante progression d'accession à l'information. Oui, tout à fait. Je crois qu'on ne peut que se réjouir des plus 5 points. Bon, on peut toujours regarder le verre à moitié vide éventuellement, mais bon, pour progresser, il faut regarder le verre à moitié vide. Mais il faut aussi, on va dire, s'appuyer sur ce qu'on peut percevoir de positif. Et ce que l'on voit ici de positif, c'est que les actifs se sentent de mieux en mieux informés et qu'ils ont pu prendre conscience à la fois qu'il y avait des outils, qu'il y avait des dispositifs et qu'il y avait des acteurs qui étaient là pour les aider. Alors, des acteurs, je continue à les saluer parce que je crois qu'ils ont joué un grand rôle. Les médias, au travers, par exemple, de la manière dont ils ont contribué à diffuser largement les enjeux de compétences, la manière dont les acteurs de formation se sont adaptés pendant la période de crise qui vient de s'écouler, eh bien, ces médias ont vraiment donné une visibilité à une thématique qui était peut-être parfois reléguée au fonctionnement de l'entreprise ou on va dire, à des situations particulières d'adaptation ou d'insertion sur le marché du travail. C'est devenu un sujet d'actualité et en cela, je dirais, continuons ainsi parce que plus nous donnerons de visibilité et plus les actifs auront les outils pour se développer. Les pouvoirs publics, évidemment, se sont particulièrement mobilisés et je crois que tous les efforts, comme le rappelait tout à l'heure Stéphane à l'instant, ont été faits pour que cette période d'inactivité ou d'activité partielle puisse être aussi un levier de développement de compétences et donc cet engagement de la part de la puissance publique eh bien, a rendu aussi plus compréhensibles les différents dispositifs qui étaient mis à la disposition des actifs. Et puis, bien évidemment, les acteurs qui sont les acteurs clés, que sont les opérateurs de formation ou de l'autre côté les acteurs de l'accompagnement, ont fait des efforts de communication, y compris de communication grand public, ce qui était, on va dire, assez rare dans notre écosystème. L'environnement, on va dire, avait plutôt l'habitude d'être dans une logique où on communiquait par, on va dire, à bas bruit. Là, d'un coup, on est passé, on va dire, avec une puissance, on va dire,
inédite à une communication véritablement, pour parler en mauvais français, de type B2C, qui n'était pas, on va dire, des pratiques même de nos, on va dire, de nos opérateurs jusque-là. Et on pourrait même saluer, alors là vous allez trouver que j'abuse, mais on pourrait même saluer le fait qu'il y ait eu des arnaques au CPF. Parce que les arnaques au CPF, évidemment on va en parler, mais les arnaques, elles nous ont fait parler de la formation, on va dire, sur les plateaux télé, aux 20h. Et ça, on va dire, c'est une manière à la fois, évidemment, d'alerter l'opinion publique, d'alerter, et on va y revenir, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas, mais c'est aussi une manière de faire en sorte que, eh bien, le sujet, il est là, la vigilance, elle est là, le questionnement sur, mais au fait, j'en avais jamais entendu parler, ce serait peut-être bien que je sache de quoi il en retourne, et voir moi, j'y ai droit aussi, pourquoi pas. Et dans ce cas, on fait, on va dire, d'une menace une opportunité. Donc, je considère que nous avons à poursuivre cette mission d'information, une information utile, personnalisée, adaptée et propice à la décision, comme nous l'avons, on va dire, indiqué comme titre pour notre baromètre de ce jour, être accompagné pour bien choisir. Je crois que c'est la vocation de notre baromètre, c'est la vocation aussi de Centre Info que de faciliter le débat autour de ces questions. Et on va précisément parler d'accompagnement dans quelques instants. C'est la fin de notre première partie. Merci beaucoup Patrice, Julie, Stéphane. Et parce que nous nous sommes dit beaucoup de choses, avant de passer à la deuxième partie, un rappel des résultats avec une courte vidéo. On passe tout de suite à notre deuxième partie. C'est la particularité de ce baromètre. Chaque année, un thème d'actualité est choisi. Et cette année, on le disait tout à l'heure, c'est l'accompagnement avec 3 sous-thèmes que l'on va évoquer, la reconversion, le CPF et le CEP. Julie, on va commencer tout de suite avec la reconversion professionnelle. Oui, voyons les résultats de la reconversion professionnelle avec ce chiffre qui nous dit qu'aujourd'hui, 21% des actifs sont en train de préparer une reconversion professionnelle et ce chiffre a même augmenté de 1 point par rapport à l'année dernière. Ça vous fait quand même plus d'un actif sur 5 qui est dans la démarche. Alors, j'ose pas faire le calcul, mais ça nous fait quand même plusieurs millions de personnes, c'est ça, Patrice, qui sont concernées. Donc, vous voyez que c'est un chiffre qui est tout à fait massif, puisqu'il concerne quand même une grande partie des actifs. Qui sont-ils? On voit que ce sont, par exemple, le plus souvent des jeunes, à peine entrés dans le marché du travail. Ils sont déjà dans un projet de reconversion ou encore de changement d'emploi, comme on a pu le voir tout à l'heure. Mais vous voyez bien ici que voilà, c'est quand même une part très importante d'actifs qui est dans ce projet, soit parce qu'elle est en train de la préparés actuellement pour 21% d'entre eux. Mais si vous élargissez un peu à ceux, par exemple, qui nous disent, voilà, qui sont en train d'y penser, qui envisagent actuellement une reconversion professionnelle, si vous faites le cumul des deux, 21 plus 26, ça nous fait 47%. Ça vous fait quand même un actif sur 2 qui y est ou qui y songe. Ça veut dire que vraiment cette thématique de la reconversion professionnelle, elle devient de plus en plus importante pour les actifs qui y songent et pas seulement en se rasant le matin, si j'ose dire, pour rester dans le thème de la campagne présidentielle. Pourquoi
aujourd'hui est-ce qu'on a une telle appétence pour ces thématiques? Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a un actif sur 2 qui y songe? Eh bien, ce que je trouve passionnant, c'est par exemple ce graphique. Quand on leur demande pourquoi, via une question ouverte, ils nous parlent surtout de faire un métier qui va être plus proche de leurs valeurs. À 86%, ça rassemble un peu tout ce qu'ils nous disent. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une reconversion un peu passion, une reconversion, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi je suis là aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que tout ce que je fais, ça a du sens pour moi? Est-ce que je suis utile? Eh bien, vous le retrouvez là. C'est-à-dire que vous êtes dans une reconversion épanouissement, et pas une reconversion contrainte, si j'ose dire, pour protéger mon employabilité, même si forcément certains y pensent, comme nos 59%, si on fait un peu le cumul de tous ceux qui nous ont dit ça, qui nous disent souhaiter faire une reconversion pour améliorer leur employabilité ou leur rémunération. 39%, c'est souvent aussi parce que, évidemment, ils ne sont pas satisfaits de leur emploi actuel. Et puis 27%, pour des raisons d'organisation professionnelle. Et là, on va retrouver notamment beaucoup de femmes actives qui peuvent davantage jongler sur une organisation vie pro, vie perso. Mais voilà un peu les grandes pôles, les grandes thématiques qui viennent expliquer ces souhaits de reconversion. Si vous regardez ça un petit peu dans le détail, vous voyez qu'ils sont aujourd'hui, quand on leur demande quelle est la principale raison qui vous amène dans cette direction, vous voyez qu'ils sont nombreux, 27% vont nous dire que c'est parce que je souhaite exercer un métier plus proche de mes passions. Ensuite, ils sont 24% à nous dire j'ai envie d'une nouvelle orientation dans ma vie professionnelle. Je souhaite donner plus de sens à ma vie. Donc vous êtes vraiment dans la quête de sens, la quête de valeur, la quête d'utilité et non pas dans un format de protection. Ce qui est intéressant cette année, et malheureusement je n'ai pas de réponse à cette question, mais vous voyez que la part de ceux qui disent ne plus apprécier leur travail et que c'est la raison pour laquelle ils sont dans ce projet de reconversion, elle atteint 21%, excusez-moi, et ça nous fait plus 4 par rapport à l'année dernière. Donc c'est quand même assez élevé. Après, il faut voir que ce que je dis souvent, c'est que à la sortie du premier confinement, on nous a beaucoup parlé de nouveau monde. On nous a dit plus rien ne sera jamais comme avant. Vous allez voir, c'est la consommation frugale. Et puis finalement, quand toutes les portes des restos ont ouvert, on s'est tous rués au McDrive. Mais rien à voir avec ce que je veux dire. Oui, et j'en étais, j'avoue. Mais ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que s'il y a un vrai nouveau monde, c'est le nouveau monde professionnel. S'il y a un monde qui a été impacté de manière extrêmement brutale par la crise du Covid, c'est le monde du travail, à travers davantage d'horizontalité dans les rapports au travail. Plus rien ne sera jamais comme avant au travail, avec le télétravail, avec cette envie aujourd'hui d'être indépendant, d'être autonome, et c'est ce qu'on retrouve. Et ici, il y a d'autres choses aussi. Le monde du travail a été impacté aussi parce qu'on s'est profondément remis en question. On s'est posé des questions existentielles parce que peut-être on a craint pour nos propres existences. Et du coup, on se dit aussi, mais finalement, ce travail, j'y passe énormément de temps, j'y consacre beaucoup de ma vie. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et d'où peut-être ce niveau d'exigence un peu plus élevé à l'égard de son emploi. Il y a beaucoup aussi vous avez vu quand on parle de projets de reconversion, quelles sont les reconversions, si j'ose dire, qui ont le plus la cote, ou qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Il y a plusieurs thématiques qui se dégagent, beaucoup de cuisine, beaucoup d'hôtellerie, du cuisinier, du boulanger, du charcutier, de l'hôtellerie, de la sommellerie, etc., ou de l'hôtellerie. On nous parle beaucoup de ça. On nous parle bien entendu, donc tout ce qui est accueil, a priori, la fermeture des restaurants, des bars, des discothèques avec le Covid n'a pas freiné l'envie de se diriger vers ce type de métier, et c'est tant mieux. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup aussi de gens qui nous disent « je veux faire quelque chose dans l'informatique », parce que ça, vous le savez mieux que moi, c'est vu aujourd'hui comme un secteur qui est toujours très pourvoyeur d'emplois. Il y a aussi le champ du médical et du paramédical dont l'utilité et son caractère indispensable a encore plus été mis en lumière avec la crise que nous venons de traverser. Et malgré les difficultés qu'ils ont pu avoir, des horaires contraints, etc., on voit que ce sont encore des métiers qui
qui attire. Les langues étrangères, c'est pareil, c'est aussi, souvent pour améliorer son employabilité, on se dit, bon, je vais me former en anglais, en italien, etc. Les métiers de l'auto-entrepreneuriat, être auto-entrepreneur, être indépendant, être chef d'entreprise, être son propre patron, faire son activité qui a du sens, comme je le veux, c'est également, quelque chose qui est très aspirationnel. Et enfin, les formations au management, notamment quand on est dans une perspective d'évolution professionnelle. Aujourd'hui, on voit que justement quand on parle de ces projets de reconversion, ils ne se font pas tout seuls. Effectivement, puisque 65% des actifs qui sont dans un projet de reconversion suivent ou ont suivi en fait une formation spécifique. Donc ça, c'est vraiment vu par les actifs concernés comme une des clés du succès de son parcours de reconversion. Ça s'accompagne d'une formation. Donc voilà un peu, si on veut dire, les principaux résultats par rapport à la reconversion professionnelle. Stéphane, Rémi, merci beaucoup. Julie, je vous voyais sourire quand Julie évoquait les secteurs les plus attractifs. Quels sont les dispositifs d'accompagnement des actifs que l'État met en œuvre précisément dans ce domaine de la reconversion ? Alors, juste un mot quand même, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de richesse quand même dans ce qui a été dit par rapport à la relation qu'on peut avoir les uns et les autres à ce télétravail qui a été soit choisi, soit subi, mais qui crée aussi d'autres zones d'inégalité par rapport à la manière de le vivre, selon ses contraintes de logement, de famille, et puis de pouvoir séparer ce qui relève de l'activité professionnelle et de la vie personnelle. Donc il y a beaucoup de questions autour de ça. Il me semble qu'il y a un terreau qui était favorable avant la crise sur cette idée de changer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, il y a un phénomène d'accélération où on s'est sans doute davantage posé de questions, y compris jusqu'à ce que vous avez dit très clairement, enfin ce que nous révèle le baromètre, c'est-à-dire des questions de valeur, de sens au travail. Et là, je crois qu'il y a quand même un message qui doit être entendu en termes effectivement d'organisation du travail, de relations de travail, de dialogue social. Il y a quelque chose qui, me semble-t-il, est profond, parce que s'il y a un certain nombre de salariés, de nos concitoyens qui ne se sentent pas bien dans leur situation, dans leur emploi, ça doit quand même interroger. Alors après, il peut y avoir aussi des volontés qui doivent être mûries, parce que on a pu effectivement assister les uns et les autres à des formidables ateliers de promotion des métiers, vous parlez de cuisine, etc. Bon, après, il y a le passage à la réalité, et il faut être sûr aussi de ce que ça signifie. Les conditions de travail sont difficiles, mais il y a de la passion, c'est vrai, ce que vous dites, il y a cette idée. Et donc tout ça, il y a une réflexion à la fois individuelle, collective, qui nous interpelle, et je pense qu'on n'en a pas tiré tous les enseignements, parce que justement, on a eu beaucoup de craintes aussi. Je pense que beaucoup de salariés ont eu peur. Certains ont été quand même confrontés à des difficultés réelles, quand on se retrouve en chômage partiel, ou certains ont perdu leur activité. Enfin, il y a quand même des choses profondes, et il y a eu beaucoup de peur aussi, de crainte que l'économie soit mise en difficulté, que les entreprises soient en difficulté, et que de fait, les emplois soient menacés. Donc ne perdons pas de vue que dans les interpellations ou les réflexions qui ont pu faire naître ce type de ressenti, il y a eu aussi, je pense, de la crainte. Et puis en même temps, il y a cette volonté d'aller vers quelque chose qui, du coup, fait plus de sens. Je m'arrête là parce qu'on pourrait sans doute discuter longuement, mais voilà, je pense qu'il y a des enseignements à en tirer, y compris dans la relation en entreprise, et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est importante à avoir. Après, sur les dispositifs qu'on a mobilisés, effectivement, ils sont, je pense, assez bien en réponse à ces enjeux. Il y a d'abord le projet de transition professionnelle avec 100 millions d'euros qui ont été mis de manière supplémentaire à ce qui existe déjà dans le financement du projet de transition professionnelle, qui est un financement opéré par France Compétences. Mais donc, il y a eu, à travers les crédits du plan de relance, donc les crédits publics qui ont été mobilisés, 100 millions d'euros supplémentaires ont permis d'accompagner davantage de personnes dans ces transitions qui souvent sont sur des formations longues et diplômantes, et qui ont cette caractéristique de conduire vers des changements d'activité. Il y a le volet transition collective qui vient d'être à nouveau l'objet d'une instruction pour donner davantage encore de capacité à s'engager sur ces transitions au niveau des bassins d'emploi, là où on a des emplois menacés et des secteurs dont on sait qu'ils sont en recherche, que ce soit le HR dont on vient de parler, mais aussi tout le secteur de la santé qui, pour le coup, lui connaît des besoins extrêmement importants, que ce soit les métiers d'aide-soignant, d'infirmiers, infirmières, etc. Et donc tous les métiers du soin, mais aussi de l'accompagnement, parce que ça va bien au-delà de la santé, c'est tout le champ aussi de l'accompagnement à domicile, etc. Donc il y a des enjeux qui sont extrêmement importants par rapport à ces évolutions.
Autre outil qu'on a mobilisé en lien avec les branches professionnelles, qui est la PROA, qui est la promotion reconversion par alternance. Alors on est sur quelque chose de très structurant. On a plus de 110 accords qui ont été conclus en ce sens. Donc c'est de la vraie négociation par les branches professionnelles avec une procédure d'extension, je ne rentre pas dans le détail, un peu technique, mais qui donne de la visibilité aux entreprises qui donc sont concernées par les accords de branche en matière de PROA. Donc la très grande majorité de ces accords ont été étendus et permettent aussi de travailler cette question de la reconversion. Donc les effets sont en train de se construire. On est sur des choses, encore une fois, qui sont assez structurantes. 270 millions d'euros ont été injectés, là aussi, dans le cadre des crédits du plan de relance, qui ont permis donc d'injecter cet engagement en partenariat avec les 11 opérateurs de compétences. Donc c'est une autre illustration. Et puis, d'une manière générale, le FNE Formation, que je citais tout à l'heure, mais qui est plus, lui, lié à l'adaptation des compétences dont on a parlé, compte tenu de cette transformation rapide de nos emplois et ce besoin aussi de s'adapter ou de développer les compétences. C'était important aussi d'avoir une réponse rapide et efficace. Et là aussi, on a mobilisé un partenariat fort avec les 11 opérateurs de compétences depuis 2020 en période vraiment de crise et puis dans la période nouvelle d'accompagnement, de reprise économique qui se poursuit. Donc là aussi avec un investissement financier majeur pour offrir des solutions aux entreprises en AAP, en APLD, en difficulté du fait de la Covid ou en reprise économique ou en mutation, parce que elles sont profondes ces mutations, hein. Elles sont numériques, elles sont écologiques. Il y a tout le champ de l'énergétique, de la réindustrialisation qui sont au cœur du plan de relance et puis le plan de réduction des tensions par rapport au recrutement qui se fait jour et qui a lui aussi permis de mobiliser des crédits supplémentaires pour le FNE Formation. Et c'est vrai que ces mutations dont on a parlé tout à l'heure, elles sont rapides et c'est ce que vous disiez au tout début de cet événement. C'est vrai qu'il y a ces mutations qui sont extrêmement importantes et qu'il faut accompagner, mais en temps réel. Il ne suffit pas de dire on accompagne sur un temps donné, c'est quelque chose qui est en continu parce que ces mutations sont de plus en plus rapides. Et ça, c'est un des gros enjeux, parce qu'on sait aussi qu'on veut toujours faire bien, mais il faut être aussi, la réponse doit être apportée au bon moment, être réactif, et je crois qu'on a réussi, en tout cas sur un certain nombre de dispositifs, à être en capacité d'offrir ces solutions en rapport avec la manière dont l'économie sait, encore une fois, dégager aussi des contraintes sanitaires, et du coup, se relance évidemment, j'espère, le plus durablement possible. Merci Stéphane, et je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez continuer à nous poser toutes vos questions. On y répondra dans quelques minutes. Mais donc après la reconversion, passons au CPF, un compte personnel de formation qui s'installe, Julie. Qui s'installe, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une très nette progression en fait, de la connaissance du CPF, puisque 92% des actifs connaissent le CPF. C'est une augmentation de 7 points en à peine un an. Donc vous voyez que c'est une augmentation, c'est un bond de la notoriété du CPF. Et même vous en avez 73% qui déclarent bien voir de quoi il s'agit. En matière de sondage, on appelle ça la notoriété qualifiée, puisque là, c'est vraiment le cœur en fait, de ceux qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et ça, cette notoriété qualifiée, elle a bondi de 10 points en l'espace d'un an. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le CPF est très bien installé dans la tête des actifs et de leur parcours professionnel. Voire même, pour la moitié d'entre eux, 49% déclarent connaître le montant de leurs droits à la formation. Donc ça, c'est tout à fait important également. Et ça a augmenté de l'ordre de 7 points en un an. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait autour du CPF, en fait, a vraiment été installé dans l'opinion et on voit que les actifs savent très bien, en fait, de quoi ils parlent quand ils parlent de CPF. Et regardez un peu la courbe de progression de cette notoriété. Ici, point d'effet Covid, puisque vous voyez que ça n'a pas augmenté entre 2020 et 2021, mais c'est vraiment entre 2021 et 2022, en l'espace d'à peine un an, que cet indicateur s'affole, si j'ose dire, puisqu'il prend 7 points de notoriété. Donc là, vous voyez vraiment que c'est le reflet de ce qui s'est passé cette année. Ensuite, vous voyez que la notoriété de beaucoup de dispositifs est très bonne chez les actifs français, puisque 91% déclarent connaître l'apprentissage, 89% le bilan de compétences, 82% la VAE, 76% le contrat de professionnalisation. Donc vous voyez, il y a beaucoup de dispositifs maintenant
qui sont bien connus des actifs français, essentiellement l'apprentissage et le bilan de compétences. Après, vous voyez que le CPF transition professionnelle, même s'il a augmenté de 12 points, il a une notoriété qui est un peu moindre par rapport aux autres dispositifs. Le CEP, 43%. Et puis, pour les deux derniers, la PROA, dont vous parliez tout à l'heure, on voit qu'elle a une notoriété qui est aujourd'hui minoritaire, mais qu'elle croît de manière assez nette. Et même chose pour Cléa. Et voyez un peu sur le slide précédent, en fait, ce suivi de l'évolution de la notoriété de ces différents dispositifs depuis 2020. Et là, vous voyez assez clairement qu'il y a un vrai travail qui est fait au niveau de l'information et de la pédagogie, puisque ça augmente de manière assez régulière, en fait, chaque année, cette notoriété. On a de plus en plus d'actifs qui déclarent connaître ces dispositifs. Ensuite, on a beaucoup parlé, effectivement, comme vous venez de le dire, Patrice, du CPF. Et le CPF, on a tous reçu un certain nombre de messages. Beaucoup. et donc, vous faites peut-être partie, Sonia, des 72% des actifs qui ont reçu des messages indiquant que leur CPF arrivait à échéance. Donc, 72%, ça fait admirer le travail de ces entreprises, puisque elles ont quand même réussi à toucher quasiment 3 actifs sur 4, et dont même 56%, plus d'un actif sur 2 à plusieurs reprises. C'est tout à fait incroyable. C'est monumental, en fait, le nombre d'actifs qui a été touché par ces messages. Et on voit que ce sont souvent des cadres, ce sont plus souvent des salariés dans la fonction publique, etc., ou des gens des services, notamment, qui ont été particulièrement ciblés par ces messages à répétition. Et justement, une fois qu'on a dit ça, on a demandé aux actifs, il y a eu beaucoup de débats et de questions qui ont été posées par ces messages, s'ils savaient que ces messages étaient des arnaques. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, 84% des actifs que nous avons interrogés, qui ont reçu ces messages, étaient au courant, en fait, qu'il s'agissait clairement d'arnaque, et 16% nous répondaient l'avis inverse. Mais vous voyez qu'il y a quand même un bon niveau d'information par rapport à ce type de démarche, puisque les actifs semblaient assez au fait. Et ceux qui savent que c'est des arnaques, eh bien pour 27% d'entre eux, ils déclarent en fait avoir contacté les pouvoirs publics en fait pour dénoncer en fait ces mensonges. Donc je sais j'ai été touchée à plusieurs reprises, je sais que c'est une arnaque, et pour une partie non négligeable d'entre eux, ils ont même été faire la démarche auprès des pouvoirs publics pour les dénoncer. Cela étant, cela n'a pas empêché le fait qu'au final, parmi les actifs sollicités, vous en avez plus de 1 sur 4 qui a engagé une démarche. Qui vise... Ça me fait effectivement me dire, tiens, si j'allais voir ce que je pouvais suivre comme formation, puisque quitte à avoir effectivement la possibilité autant acquérir de nouvelles compétences. Donc je fais partie de ces 13%. Alors les 13%, c'est ceux qui ont débloqué la totalité des sommes. Alors, je ne sais pas si Sonia, vous avez été jusque-là. Les 12%. Vous êtes plutôt au niveau des 12%, effectivement, qui ont débloqué une partie des sommes qui étaient disponibles. Et pour 75%, ils n'ont rien débloqué du tout. Donc vous voyez que ces messages frauduleux, si j'ose dire, ont quand même abouti à des démarches concrètes de la part des actifs qui ont pu, pour un certain nombre d'entre eux, débloquer des sommes disponibles sur leur CPF. Super. Stéphane, avant de vous laisser la parole, les aléas du direct, si pendant que vous allez nous décrypter un petit peu ces chiffres, nous expliquer le succès peut-être du CPF et nous parler aussi de ces arnaques au texto, au coup de fil également, les aléas du direct, si une des modératrices pouvait venir me voir très discrètement de façon à ce que je puisse au mieux faire passer vos questions sur le plateau dans quelques minutes. Maintenant, Stéphane, je vous donne la parole justement sur ce succès du CPF, effectivement. Oui, merci d'utiliser, parce que je pense que c'est important qu'on le partage, le compte personnel de formation. On parlait tout à l'heure de la partie qui s'accroît dans l'information reçue par nos concitoyens comme étant de plus en plus haute. Et bien sûr, ça nous incite, ça nous encourage à aller encore plus loin, mais tout particulièrement le CPF qui a justement cette caractéristique d'être un service, un outil directement accessible à l'ensemble
des actifs. Et c'est aussi important de souligner que c'est un compte personnel. C'est aussi, je pense, important de rappeler qu'on a là les salariés, les demandeurs d'emploi, les travailleurs indépendants qui peuvent accéder à leur compte et effectivement prendre connaissance des sommes en euros qui ensuite permettent une stratégie de départ en formation ou de réflexion ou d'approfondissement ou d'abondement, puisque c'est le deuxième étage de la fusée en matière de CPF. Le premier, ça a été la mise en place dans un temps quand même extrêmement rapide de l'outil, de cette application compte personnel de formation et qui chaque jour permet à des individus d'activer leur compte, de rentrer en formation. Il y a 45 000 entrées en formation chaque semaine. Enfin, ce sont quand même des chiffres qui sont exceptionnels et qui permettent, et je crois qu'on est regardé dans le monde sur ce qu'est aussi ce compte personnel de formation. En Europe, bien sûr, et c'est au moment où la présidence française de l'Union, mais on a aussi évidemment un regard très attentif sur ce dispositif, encore une fois, qui est attaché à la personne et qui permet très directement de prendre connaissance de ses droits et d'avoir une offre de formation certifiante et qui permet ensuite de faire ses choix. Donc le succès, il est là et je pense que c'est quand même à titre principal ce qu'il faut rappeler et saluer le groupe Caisse des dépôts et consignations qui l'a mis en place et tous ceux qui y travaillent très concrètement au quotidien. Alors après, c'est vrai et c'est ennuyeux. On a effectivement ces mails, ces SMS, ces appels téléphoniques. Donc on a le droit de raccrocher. Très clairement, c'est le conseil du jour. Vous pouvez raccrocher. Et jamais un conseiller de la Caisse ne viendra vous solliciter en la matière. Donc, ce qui est rassurant dans le baromètre, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même une lucidité majoritaire, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui peuvent, entre guillemets, se laisser embarquer. Et comme il peut y avoir utilisation derrière de données personnelles, il faut quand même être extrêmement vigilant. Et donc, encore une fois, ne jamais donner une information sur ces données personnelles. On ne le ferait pas pour la banque. Là, c'est la même chose. On est quand même sur un compte qui est monétisé. Donc, il faut avoir les bons réflexes. Après, il y a un travail à faire et il est engagé de lutte contre ce démarchage qui est abusif, qui est, encore une fois, qui est mal reçu aussi par nos concitoyens parce que c'est ennuyeux. On n'a pas envie d'être comme ça contacté. Et on l'a été, je crois, effectivement assez nombreux à le subir. Donc, il faut lutter contre ça. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par Catherine Fabre, qui était le rapporteur de la loi Avenir Pro. Et elle n'est pas seule, évidemment. Il y a plein de députés qui se sont associés à cette démarche, qui a donc conduit au dépôt de cette proposition de loi pour lutter contre ce démarchage abusif et qui peut parfois prendre la forme plus de délinquance financière. Et c'est l'autre aspect. Et là, il est beaucoup plus souterrain. Il est minoritaire, mais il faut le traiter. C'est la fraude. Elle a toujours existé dans tous les secteurs. Il y a une fraude. Elle est technologique, mais elle a les mêmes caractéristiques organisationnelles. Et c'est ça qu'il faut travailler au corps, et c'est de la délinquance astucieuse. Donc il faut y mettre les moyens qui existent, qui sont les moyens de l'État. Et en la matière, donc, il y a une mobilisation très forte des inspections. Je pense aux services régionaux de contrôle des services, bien sûr, de l'État, ministère du Travail, mais aussi de la DGCCRF, de la MICAF qui lutte sur la fraude, qui est anti-fraude, qui est une coordination interministérielle. Le service national d'enquête. Donc il y a tout ce travail de relations en lien aussi avec France Compétences et sur les enjeux aussi de responsabilité des certificateurs lorsqu'ils habilitent les organismes de formation sur leur certification. Donc il y a un enjeu de responsabilité, il y a un enjeu de mobilisation, de contrôle et d'inspection. Il est en cours, il est engagé. Mais en la matière, la discrétion est souvent le meilleur parti pour être efficace. Il y a aussi de l'action pénale qui est engagée. Et donc, ça prend du temps parce qu'il faut démontrer ces escroqueries. Et on a affaire à des gens qui sont très organisés. Ça veut dire qu'ils ont aussi des aides, des appuis. Et donc, il faut pouvoir la caractériser en termes financiers, en termes comptables. Donc ça prend du temps, mais derrière, l'arsenal, il existe. Alors, il est renforcé à travers la proposition de loi parce qu'il y a toujours un enjeu de partage d'informations, de signalement, d'utilisation d'un certain nombre d'informations qui doivent être communiquées. Et donc pour ça, on est dans un état de droit, donc il faut le prévoir. Et c'est aussi le sens de cette proposition de loi qui vient donc renforcer la lutte contre la fraude, mais elle est déjà active. Simplement, elle se fait de manière discrète et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas non plus l'exagérer. Elle est minoritaire, mais évidemment, elle doit être traitée. Après, il y a la partie démarchage qui, lui, est beaucoup plus massif, on l'a dit. Après, effectivement, s'il est accompagné d'une information qui fait, et c'est ce que vous nous disiez, Julie, c'est-à-dire qu'une grande majorité des actifs sont conscients qu'il s'agit d'une arnaque, mais en même temps, ça fait prendre conscience de « Ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir sur mon compte, et si j'allais… » Donc,
pas dire c'est mal, mais quelque part, ça a pu être un déclencheur pour un certain nombre de personnes, effectivement, d'aller se renseigner. Enfin, un rappel que ce compte existe, en fait. Effectivement, et d'ailleurs, les résultats sont assez surprenants, parce que si vous prenez en compte ceux qui savent que c'est une arnaque, ça ne les a pas empêchés de débloquer des sommes, au final. Ce qui est assez surprenant, c'est que, voilà, Sonia, vous répondez à toutes nos interrogations en matière de sondage, mais comment est-ce possible? Eh bien, vous l'incarnez. Merci beaucoup, Stéphane. Troisième et dernier thème de cette partie actualité, l'accompagnement dans le choix de la formation. Et Julie, je vous laisse la parole et vous ne m'en voudrez pas de m'éclipser un court instant pour récupérer les questions des internautes. Alors, ce qu'on voit en matière d'accompagnement, c'est que quand on demande aux actifs français s'ils se sentent suffisamment accompagnés pour les aider à évoluer professionnellement, ou encore pour choisir une formation, vous voyez que malgré tout, à travers ce graphique, les jugements sont quand même assez mitigés, puisque vous avez à peu près 40, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, entre 44 et 43% d'actifs qui vont nous dire oui, et puis la majorité, même si voilà, c'est entre 56 et 57%, qui nous disent que voilà, cet accompagnement n'est pas assez développé en France, que ce soit pour les aider à évoluer ou pour choisir une formation. Donc là, on sent qu'il y a certainement un besoin, une attente en fait des Français vers plus, des actifs français vers plus d'accompagnement dans voilà, la gestion aussi de leur carrière professionnelle. On parle également dans ce baromètre en fait du CEP. Et quand on aborde avec les actifs la question du CEP, vous voyez que 57% d'entre eux déclarent être intéressés par un CEP, ce qui est quand même voilà, une très très nette voilà, proportion d'actifs. Ils sont quasiment 6 sur 10 à être intéressés par cette démarche, notamment des jeunes. On voit que ça grimpe jusqu'à 68% chez les 25 à 34 ans. Donc ça concerne aussi des gens qui débutent plus ou moins leur carrière professionnelle. 37% ne sont pas intéressés par un CEP et 6% en ont déjà bénéficié. Donc vous voyez que aujourd'hui, on a de nombreux actifs qui sont intéressés par le CEP. Et si on s'intéresse par exemple aux 6% qui en ont déjà bénéficié, eh bien on a des jugements qui sont assez mitigés par rapport à ce dispositif, puisqu'on a à peine un actif sur deux qui se déclare satisfait. Donc on voit qu'il y a certainement quelque chose au niveau des accompagnements qui est aujourd'hui encore à travailler. Merci Julie. Je n'ai pas tout entendu de ce que vous avez dit, mais comme on en a parlé avant, je pense que je vais tout de même pouvoir rebondir. Stéphane, parmi tous ces enseignements-là, il y a un sujet en particulier qui est d'actualité. C'est, Julie le disait, c'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Comment est-ce que l'État porte ce dispositif et quel est son devenir? On a vu qu'il n'y a pas forcément une excellente image aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça doit nous inciter effectivement à faire progresser. Alors, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui ont été prises, y compris, je parlais de la Caisse des dépôts et consignations sur le site Mon compte formation. Il y a l'identification des opérateurs du CEP pour le volet salarié, qui est ces opérateurs ont été retenus suite à un marché public qui a été piloté par France Compétences, qui est l'instance nationale en charge des questions de régulation et en particulier donc, qui a permis l'émergence de ce conseil en accompagnement au niveau des territoires et donc quelque chose qui évidemment doit progresser. Les baromètres peuvent varier, etc. Je sais que France Compétences avait eu des retours qui étaient un peu plus positifs que ceux qu'on vient d'identifier, mais peu importe, il faut continuer à travailler. Il y a aussi le volet pour les demandeurs d'emploi. Il n'y a pas que le volet salarié, il y a Pôle emploi, il y a les missions locales, il y a les Cap emploi, il y a la PEC qui sont tout autant sollicités pour faire ce travail d'accompagnement, cette information de premier niveau qui permet d'éclairer nos concitoyens, quel que soit leur statut. Après, il y a un enjeu de professionnalisation parce que l'air de rien, la connaissance intrinsèque du marché du travail, c'est une exigence qui n'est pas simple à satisfaire parce qu'il est souvent plus complexe qu'on ne l'imagine et puis il est très varié justement selon les bassins d'emploi, selon les réalités territoriales, y compris ultramarines qui ont leurs spécificités. Donc il y a des choses qui sont encore à renforcer et je pense qu'on est plutôt sur une progression. Il y a le fait qu'effectivement on puisse faire ce choix, soit d'aller librement accéder à son compte personnel de formation, on est mûr, on a un projet, on accède à son compte et on va
en formation, et puis pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir bénéficier de ce conseil gratuit et ensuite de faire mûrir ce projet. Alors peut-être que c'est aussi ce qui génère un peu d'insatisfaction, c'est que peut-être il y a aussi un regard un peu froid, en tout cas objectif, qui est donné par les conseillers et qui peut-être être mal reçu, parce que finalement on arrive avec... Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez bien réfléchi aux horaires, etc., ou aux conditions, aux exigences? Bon, on plaisante, mais c'est quand même important d'avoir aussi cette capacité à donner une information objective, au vu aussi des prérequis, des compétences. Peut-être qu'il faut faire comprendre à la personne aussi qu'elle va avoir besoin de compléter ses compétences, y compris par la formation. Donc ça peut avoir aussi un effet un petit peu déceptif, et il faut peut-être aussi l'assumer. Mais je crois que globalement, on a vocation à continuer à encore informer davantage, parce que c'est quand même une question un peu clé, évidemment, cet accompagnement. J'y ajoute une question qui émerge aussi, qui est celle de l'orientation. On a salué tout à l'heure les résultats aussi en matière d'apprentissage. C'est vrai qu'il y a une très bonne appréhension des contrats d'apprentissage, mais aussi des contrats de pro. On a, vous le savez, des résultats exceptionnels en matière d'apprentissage, avec 718 000 entrées en 2021, après une année déjà exceptionnelle en 2020. Donc tout ça, c'est quand même aussi la marque de toute l'information qui a été délivrée par les services de proximité des opérateurs de compétences, par les CFA, y compris lorsqu'ils ont accueilli des jeunes sans contrat dans la période de crise. Je pense qu'il faut se rappeler tout ça, des services de l'État, avec la mobilisation des référents apprentissage, des rectorats, des services de l'agriculture et de l'alimentation. Il y a eu beaucoup de travail de proximité qui a été fait et qui, je crois, est récompensé quelque part aussi par rapport à ce qu'on est en train de dire sur la formation. Mais la question de l'orientation et donc de l'accompagnement derrière par des professionnels qui doivent être justement à l'articulation avec ces questions-là est sans doute une des questions qui se posent là pour les années qui viennent et qu'il va falloir traiter, même si on avait renforcé le rôle des régions en la matière. Je crois qu'il y a vraiment vocation à travailler sur l'attractivité des métiers. Donc on parlait de passion, là aussi je crois qu'il faut pouvoir établir assez rapidement ce que sont ces emplois, ce que sont ces métiers, quelles sont leurs caractéristiques, si on veut effectivement que l'orientation soit dès l'amont la plus objectif possible, la plus ouverte possible, y compris dans des logiques d'égalité femmes-hommes, filles-garçons, pour que vraiment il y ait une palette de solutions qui soient proposées. Et puis que ces conseillers en évolution professionnelle soient effectivement un des points clés de cet accompagnement, mais ça suppose aussi un accroissement de leur professionnalisation par rapport à ces questions qui sont difficiles, d'orientation, de marché du travail, etc. Mais je crois que les choses sont en cours. Surtout compte tenu de la diversité des métiers, des formations. Bien sûr, c'est impossible d'être un spécialiste dans absolument tous les domaines. Absolument, c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur ce premier niveau d'information que l'on doit, qui est graduel. Mais après, il y a aussi un travail d'approfondissement à faire. Qui doit être pris en compte. Donc voilà, on a des questions, mais tant mieux, ça nous incite effectivement. Mais je crois que le diagnostic a été bien posé, notamment par les partenaires sociaux qui font de ce sujet du CEP un point de repère important, et on peut le comprendre parce qu'il est un peu à l'articulation effectivement de ces politiques d'orientation, d'emploi et de formation professionnelle. Merci beaucoup pour cette réponse très, très complète. Et on passe tout de suite aux questions des personnes qui sont avec nous à distance pour ce webinaire. Première question que je découvre en même temps que vous. Comment Calliope permet de lutter contre la fraude? Puisqu'on parlait il y a quelques instants de cette fraude au SMS. Alors peut-être qu'il faut un petit peu distinguer ce qu'est la démarche Calliope. Donc Calliope, c'est la marque de la démarche qualité qui a été initiée. Alors d'abord avec la loi du 5 mars 2014 et puis depuis la loi du 5 septembre 2018 avec une obligation de certification pour tous les prestataires de formation qui contractualisent, qui sont en lien avec des financeurs publics ou qui gèrent des fonds mutualisés. Donc on a l'État, les régions, Pôle emploi, la GFIP, les opérateurs de compétences, les associations Transition Pro et la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces financeurs qui sont concernés, et les prestataires de formation doivent justifier du respect des critères du référentiel national, et pour cela ils sont audités donc par des tiers, c'est important, des tiers dont c'est le métier, qui sont eux-mêmes cofraqués par donc le COFRAC est l'instance nationale d'accréditation en France, qui donc certifie l'intervention de ces 34 organismes certificateurs. Il y a aussi 7 instances de labellisation qui peuvent intervenir et qui permettent donc de délivrer Calliope. Donc on est avant tout sur une démarche d'amélioration des process, c'est un processus qualité qui est mis en audit sur la délivrance des actions et donc sur la manière de concevoir les actions, les moyens, la professionnalisation des formateurs. Tout ça, évidemment, est embarqué à travers le référentiel. Que ça puisse prévenir et lutter d'une certaine manière contre la fraude, ou en tout cas lorsqu'il y aurait des défaillances qui seraient identifiées, bien sûr, elles ont vocation à être signalées, et les textes le prévoient de manière expresse. Mais l'objectif premier de Calliope est d'abord d'essayer de
d'améliorer de manière continue la démarche qualité des prestataires pour mieux répondre tout simplement aux besoins des entreprises, des individus, etc. Donc ça, c'est l'essentiel. Maintenant, ça peut avoir évidemment un effet utile, et ça a déjà un effet utile, je pense par rapport au référentiel, au catalogue de références des formations et des dispensateurs au titre du compte personnel de formation. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas satisfait à cette obligation et ils ne sont plus sur le catalogue de la Caisse, mais ce n'est qu'un exemple, il y en a bien d'autres. Donc vous répondez, vous avez presque lu dans mes pensées, puisque nous avions une deuxième question qui était: la certification Calliope a-t-elle vraiment fait du ménage concernant les OF douteux? Donc vous l'avez un petit peu dit, c'est-à-dire ça a quand même permis de... Juste signaler que l'obligation est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et qu'elle obéit sur un processus qui est un processus d'audit initiaux, d'audit de surveillance et de renouvellement. Donc c'est toute une démarche, mais encore une fois, le but du jeu, c'est d'améliorer la qualité des prestations, et tant mieux si ça peut effectivement gêner ou empêcher un certain nombre d'acteurs qui ont d'autres objectifs que la formation professionnelle, et de leur rendre moins facile l'accès à la formation, et éventuellement, s'ils ont pu bénéficier de telle ou telle reconnaissance, de pouvoir la remettre en cause, puisqu'on peut retirer la certification Calliope, bien évidemment. Deuxième question, autre sujet. Quel est l'impact de la réforme face à des Français qui se sentent davantage acteurs de leur parcours pro? 80% plus 16 points en 2 ans. L'impact de la réforme? Alors, je ne suis pas sûr de bien saisir exactement pas beaucoup plus de détails, je n'ai que la question de l'internaute l'angle de cette brut. question, mais je retiendrai particulièrement, évidemment, ce que l'on a salué au travers du baromètre et qui se confirme cette année, c'est évidemment la très forte mobilisation de la puissance publique autour d'une communication relative au CPF, qui n'est pas née, on va dire, en 2018, qui a une antériorité, mais qui a, on va dire, véritablement explosé, si vous voulez, à partir de la réforme et de la loi du 5 septembre. Et qui a donné une visibilité à ce dispositif comme aucun autre dispositif n'en avait disposé auparavant. La campagne de communication gouvernementale sur l'ensemble, on va dire, des bus et des espaces publicitaires en France, c'est quelque chose pour un dispositif en faveur de l'emploi qu'on n'avait encore jamais, on va dire, véritablement vécu. Donc, de fait, ce qu'on a voulu et ce qu'on, je crois, voit très clairement dans le sondage et qui nous est restitué ce jour, c'est que face à ces droits, eh bien, les actifs sont emparés, mais ils n'en sont pas restés là. D'une certaine manière, cela les a amenés à s'interroger sur les autres dispositifs et à être un peu plus observateurs et un peu plus connaisseurs de l'ensemble des moyens qui sont mis à leur disposition en faveur du développement de leurs compétences. Et donc cette hiérarchie qu'on a vue tout à l'heure des dispositifs, avec plutôt donc une croissance sur chacun des dispositifs, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que, eh bien, même, on va dire, le dispositif Cléa qui semble, on va dire, encore un petit peu à la traîne, il progresse et donc on voit que progressivement tous les outils prennent leur place dans le paysage des actifs eux-mêmes au service donc de leur employabilité et de leur patrimoine de compétences. Et donc tout ça, je trouve, démontre une société qui on va dire, s'approprie précisément les moyens pour faire face à ses enjeux professionnels, mais aussi à ses besoins de reconversion ou à sa volonté d'adapter un peu mieux ses convictions on va dire, à sa situation de travail. Stéphane. Juste un mot qui me semble peut-être avoir pu concourir à cela, c'est aussi les entretiens professionnels dont on a un peu moins parlé, mais qui ont été quand même structurants sur la période, avec même si on a évidemment adapté aussi, comme sur l'ensemble des dispositifs, les choses du point de vue de la Covid, mais il y a quand même ces repères d'entretien, de bilan, aussi des parcours et des carrières professionnelles qui sont autant d'occasions de parler aussi de formation, de parler compétences, de parler CPF, notamment lorsqu'on embauche. Et donc peut-être que ça a aussi quelque chose qui s'est un peu démocratisé aussi dans la relation en entreprise. Et l'entretien professionnel avait aussi cette vocation à être un point d'équilibre par rapport au CPF, au CEP. Et voilà, on peut peut-être se dire que ça a pu aussi contribuer à cette information. Et décidément, vous lisez vraiment dans mes pensées, parce que j'étais en train de lire la question oui, qui me demandait si le bilan de compétences favorisait la reconversion professionnelle, si ce bilan aidait à la reconversion. Alors, je ne sais pas si ça aide, mais en tout cas, on l'a vu tout à l'heure, c'est que c'était une prestation qui était bien identifiée.
Bon, alors, le bilan de compétences, il n'est pas nouveau. Hein, donc, je pense qu'il y a aussi une notoriété qui est liée à cet outil sur lequel on a beaucoup communiqué. Donc, encore une fois, je parlais des salons professionnels. Systématiquement, on a des brochures autour, évidemment, du bilan, de l'AVE, qui sont évidemment très, très bien perçues par les personnes, parce qu'on parle au fond d'elles, et c'est important vis-à-vis de la notion de projet professionnel. Donc, le bilan peut être utile. Après, il ne se suffit pas lui-même, je pense. Il y a besoin, évidemment, d'un accompagnement qui aille bien au-delà. Encore une fois, on a des questions qui sont extrêmement importantes aussi, d'objectivité sur ce qu'est le marché du travail, ce que sont les débouchés professionnels, avec un croisement fin sur ce qui existe au niveau des bassins d'emploi. Il ne faut pas se tromper. Il y a aussi toute cette question, d'ailleurs, des observatoires hein, qui progressent aussi, parce qu'on a besoin d'avoir de la donnée qui soit fine. Et ça, ce sont des choses qui sont à travailler, je pense, à renforcer. France Compétences fait beaucoup de travaux en la matière, hein, et je pense que ça va continuer. Il faut le croiser aussi avec le terrain. C'est un petit peu l'idée. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même... L'accompagnement, ça doit être quelque chose de professionnel. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu à cette question-là. Le bilan peut y contribuer, mais je ne pense pas que ça suffise en soi. Bien sûr. Autre question, on vous demandait, la reconversion professionnelle concerne-t-elle tous les âges, notamment les plus de 45 ans? Julie, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'envie de reconversion professionnelle chez les plus jeunes, sur ceux qui venaient tout juste de rentrer en emploi, chez les plus de 45 ans. En fait, les envies de reconversion, elles décroissent quand même un petit peu avec l'âge. C'est-à-dire que plus on est jeune, surtout sur la tranche 25-34 ans, et plus on a envie de se reconvertir, en fait. Voilà, alors qu'on vient à peine d'entrer sur le marché du travail. Il semble que ce soit un petit peu paradoxal, mais peut-être que vous avez plus d'informations que moi là-dessus. Non, mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est peut-être plus culturel aussi. On a parlé de valeurs, de rapport au travail, et sans doute que les générations qui arrivent sont peut-être plus exigeantes sur ces questions-là, où il y a peut-être plus de sensibilité aussi sur ce qu'est l'impact de l'entreprise sur les enjeux climatiques. Je pense qu'il y a peut-être cette prise aussi de conscience qui est peut-être davantage dans les têtes des nouvelles générations, et tant mieux, c'est quand même un petit peu l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, bien au contraire, sur les salariés en place et les entreprises, et toutes les entreprises qui doivent vraiment avoir chevillé au cœur ou au corps cette obligation, cet enjeu, qui est un enjeu collectif. On ne va pas m'exprimer plus que ceux qui connaissent bien mieux que moi ces sujets, mais il y a quand même une prise de conscience. On a renforcé là récemment le rôle des opérateurs de compétences en la matière, parce qu'il y a besoin aussi de travailler derrière sur les besoins d'accompagnement sur ces questions de développement durable. Tout ça a fait aussi écho à ce qu'a été la Convention citoyenne sur le climat, donc à la loi sur le climat. On a renforcé les CREFOP avec 2 personnalités qualifiées sur ces sujets-là. Je pense que peut-être que la nouvelle génération, en tout cas celle qui arrive sur le marché du travail, a peut-être davantage ces valeurs-là, ou d'autres, hein, encore une fois, qui sont peut-être plus en recherche, de se dire bon, j'ai envie de changer de métier ou d'emploi, et je verrai aussi en fonction de ce que me propose l'entreprise. Il y a des questions qui reviennent de fidélisation, par exemple, des choses qu'on avait un peu perdues de vue, et finalement les rapports de force sont peut-être en train de se rééquilibrer, et je pense que c'est intéressant. Autre question, pour les fonctionnaires, ils doivent encore passer par leur RH, cela va-t-il changer ? Alors, on peut avoir accès effectivement à son compte, mais effectivement, on a des heures, je le confirme. Hein, j'ai moi-même été voir à l'ouverture de mon compte personnel, et il n'y avait pas d'euros, mais bien des heures. Mais effectivement, il y a un processus qui est un peu différent, qu'on peut comprendre aussi. Les 3 fonctions publiques qui concernent pas mal de monde, la fonction publique d'État, hospitalière, territoriale. Donc effectivement, il y a un process qui est plus lié aussi au RH. Bon, enfin, c'est vrai aussi pour les salariés du privé, mais ils peuvent effectivement accéder à leur compte et le mobiliser directement. Voilà, donc il y a encore du travail à faire côté fonction publique. Je rappelle que le DIF, lorsqu'il avait été mis en place, c'était 2004, si ma mémoire est bonne, la loi qui a institué le droit individuel à la formation. Sa transcription dans le champ de la fonction publique s'est fait en 2007. Donc voilà, les choses sont toujours un petit peu décalées, parce qu'il y a des enjeux aussi qui sont d'une autre nature, financiers notamment, et il ne faut pas le perdre de vue. Puis de gestion des carrières, c'est complexe. Mais voilà, il existe quand même. Et puis il y a les correspondances, parce qu'on change aussi. On peut passer de fonctionnaire et aller dans le secteur privé. À l'inverse, on a des personnes du secteur privé qui viennent dans la fonction publique. C'est vrai à la DGEFP. Et donc, ils peuvent avoir, du coup, transcription de leurs euros, ou à l'inverse, les heures qui se transforment en euros lorsqu'on va dans le secteur privé. Autre question.
quels sont les dispositifs qui fonctionnent le mieux pour répondre aux pénuries de recrutement dans beaucoup de métiers? J'imagine que ça dépend des métiers, mais question très, très vague que je vous livre telle qu'elle. Alors oui, il n'y a pas de réponse. Les questions évidemment, pièges, c'est pour Patrice. Non, mais les questions voilà, c'est ça. Mais je dirais que évidemment, il n'y a pas de réponse unique dans le cadre de la réponse à la problématique, qui d'ailleurs fait l'objet d'un engagement de l'État particulièrement fort en ce moment autour des emplois non pourvus, des tensions sur le marché du travail. Je dirais, ce qui me paraît, on va dire en tout cas important de souligner, c'est à la fois l'effort substantiel qui a été réalisé en matière d'apprentissage, qu'il s'agisse évidemment de l'apprentissage dans le champ, on va dire, du monde privé ou dans le champ de la fonction publique. Ce sont des efforts qui sont évidemment de nature à faciliter l'insertion sur le marché du travail et donc à contribuer à aller chercher des ressources alors même qu'elles ne sont pas encore, on va dire, toutes fraîches sorties de l'environnement scolaire, universitaire et des études. Donc ça veut dire vraiment fabriquer des compétences qui sont en relation avec l'environnement du travail. On va dire, la France a réalisé une percée exemplaire, exceptionnelle au cours des dernières années. Il faut absolument que l'on confirme cela pour pouvoir continuer à faire face à ces soit pénuries de compétences, soit à cette volonté tout simplement d'adaptation entre la formation, l'éducation et les besoins de l'environnement de travail. Donc ça, c'est un premier axe. Évidemment, je ne cherche pas à répondre de manière exhaustive à la question. Le deuxième axe sur lequel je voudrais mettre l'accent, je m'en voudrais de ne pas le faire si en sortir de cette émission, c'est évidemment d'indiquer combien il y a de valeur dans la validation des acquis de l'expérience et que si on souhaite véritablement donner à des actifs la chance de pouvoir converger vers de nouvelles compétences, encore faut-il s'assurer et leur donner la garantie qu'ils ont acquis des compétences au cours de leur carrière professionnelle et de leur donner les moyens de les valider. On a des efforts considérables à faire encore sur ces dispositifs, on les comprend bien, on les met un peu moins bien en œuvre, pourrais-je dire. Donc on a un effort à produire, mais c'est un effort qui sera certainement en faveur de la seconde chance que l'on entend pouvoir donner à tous les actifs. Et à ce titre, je me permets juste de revenir sur la question d'avant, je considère comme une très bonne nouvelle que des jeunes se disent qu'ils ont la possibilité de se reconvertir, même au moment de l'entrée sur le marché du travail. Ça veut dire qu'ils considèrent que ça n'est pas terminé pour eux lorsqu'ils sont sortis des études. Et ça, c'est une très belle nouvelle, parce qu'on va pouvoir effectivement travailler autour de la logique de formation tout au long de la vie, et non pas finalement avoir une vie professionnelle qui est quasiment complètement déterminée au sortir de son diplôme initial. Terminer sur une belle nouvelle, c'est très beau, Stéphane Rémy. Non, je trouve que c'est très important. Pardon, j'étais en train de le penser, donc je le dis. Je pense que c'est question de transition, de sécurisation des trajectoires, mais aussi ce qui veut dire de l'ingénierie derrière, pour qu'il y ait ces parcours. On entend beaucoup parler de sans couture, pourquoi pas, mais l'idée, elle est là, hein, c'est de pouvoir avoir ces souplesses de poursuite d'études. En apprentissage, c'est aussi prometteur, hein, de pouvoir avoir ce contrat de travail. On se forme pendant ce contrat de travail, et puis ça peut donner ensuite l'envie de retourner pour approfondir, pour avoir un diplôme supérieur, etc. Donc ces questions-là, je pense, vont peut-être émerger, ou elles émergent déjà, et nous interrogent, je pense, collectivement sur la manière dont on va y répondre. Et il y a sans doute là matière à faire. Ouais. Merci beaucoup. Merci Stéphane Rémy. Merci. Julie Gaillot. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Et je laisse le mot de la fin à vous, Patrice Guézou. Merci Sonia. Eh bien, oui, évidemment, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que par ce plateau, nous vous avons donné envie de faire votre miel de ces résultats. Ces résultats, dorénavant, ils vous appartiennent. Ils sont disponibles, ils sont accessibles sur à la fois la plateforme de Centrinfo et la plateforme du CSA. Vous allez pouvoir les télécharger et les travailler.
Petite parenthèse d'ailleurs, y compris pour travailler sur la perception de l'évolution professionnelle dans l'environnement de la fonction publique, où il y a quelques points de détail qui me paraissent intéressants. Donc ces résultats, ce sont les vôtres. Je pense qu'en se les appropriant, nous contribuons toutes et tous à faciliter l'accès à la formation et à la qualification des actifs. En tout cas, c'est notre souhait le plus profond à Centre Info. Évidemment, pour Centre Info, les choses ne s'arrêtent pas là. On se retrouve très prochainement dans ce rôle qui est le nôtre d'accélération de la professionnalisation autour d'un webinaire sur la FEST, autour d'un webinaire sur la certification et sur la relation entre les organismes de formation et les organismes certificateurs, autour de notre club du droit. Donc on est, on va dire, toujours en mouvement et on souhaite évidemment vous retrouver très, très prochainement. Je remercie évidemment chaleureusement Sonia pour cette animation, Stéphane d'avoir, on va dire, accepté également de participer à cette émission, et puis évidemment Julie pour tout le travail qui a été accompli, ainsi que toute votre équipe pour mener à bien cette opération de baromètre que nous voulions absolument livrer, on va dire, en temps et en heure, d'où quelques accélérations. Merci également à Maëlle Garrido, qui est notre responsable des relations presse, et puis enfin, merci à toute l'équipe de Centre Info qui, en coulisses, a participé à la fois à la préparation, à la réalisation de ce sondage et de cette émission. Donc à très bientôt, toutes et tous, ici, sur les ondes, au Stade de France, ou peut-être, et nous reviendrons vers vous là-dessus dans très peu de temps, dans le cadre d'une future université d'hiver de la formation professionnelle. Merci à vous, à bientôt.